17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, les vraies voix. J'adore ce plateau, je vous le dis tout de suite. Moi aussi. Françoise de Gaulle est avec nous. François de Rugy est avec nous. Voilà. François Godard, parce qu'il fallait que des François ou des Françoises. Donc je suis obligée de faire François Godard. Ça vous dérange pas? François David. J'ai une soeur qui s'appelle Françoise qui nous écoute. Tu auras Françoise et François. Françoise de Ménibus. C'est bien que vous changiez le prénom de Philippe David parce que ça me le rend plus supportable, sa présence à l'antenne. Vous savez ce que vous dit François David? Mais je trouve que vous avez l'œil perçant depuis hier. François d'Assise. François d'Assise, ouais. Parce que je suis un saint, merci de le rappeler. Oui. Et moi j'en ai deux. Et voilà, 0826 300 300. En attendant, c'est leur moment de gloire, seul contre tous. Voix Sud Radio, seul Contre tous. Et Françoise, l'ONU est vitale, quels que soient ses dysfonctionnements. Oui, vraiment, je sais très bien que l'ONU dysfonctionne. Je sais très bien que nous avons un problème majeur de Conseil de sécurité depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez toujours les mêmes votes et vous avez toujours les Chinois et les Russes qui votent ensemble contre les États-Unis qui votent contre et la France qui est en soutien, en puissance d'équilibre, qui navigue entre les deux avec la Grande-Bretagne. Donc bien sûr qu'il faut réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, bien sûr. Mais imaginez le monde s'il n'y avait pas l'ONU. Moi, j'en ai un peu marre, si vous voulez, que tout le monde s'assoie sur le droit international. Le droit international, il est très important. Vous savez que depuis 2005, l'ONU autorise, c'est un décret de la charte, autorise l'ingérence dans des pays qui maltraitent leur population, droits humains, etc. C'est le cas de l'Iran. Mais il faut passer par le Conseil de sécurité. Évidemment que cette fois-ci, la Chine et la Russie auraient dit non. Donc, je comprends. Mais je veux dire par là que le droit international, c'est comme un mur avec des briques. Chaque fois que vous enlevez une brique, le mur, à un moment donné, s'effondre. Et ça devient, en fait, une barbarie générale. Chaque fois que les nations sont parties sans mandat de l'ONU, eh bien, à chaque fois, ça s'est terminé en cauchemar. Je peux vous faire la liste. 2001, les Américains partent bombarder après le 11 septembre. L'Afghanistan, c'est un désastre. Et c'est l'ONU qui arrive derrière pour ramasser à la cuillère. L'Irak, c'est pareil. La Libye, c'est pareil. Le Timor oriental, c'est pareil. On peut faire cette liste. Je veux bien que nous soyons des chevaliers blancs. Et bien sûr que je suis heureuse que Ali Khamenei soit éliminé. Mais regardez, 4 jours après, vous avez un clergé qui se réunit pour reconstituer, si vous voulez, ce régime théocrate. Et il faut qu'il y ait un endroit, on se le disait tout à l'heure à l'instant, où les gens, avec Bruno, où les gens se parlent, où les gens essaient un minima d'avancer. Donc moi je dis, dans ce moment, vive l'ONU. Voilà. Même si l'ONU n'est pas sympa avec des pays que j'aime, comme Israël par exemple. Tout le monde sait à quel point j'aime Israël. Mais vive l'ONU quand même, voilà. Allez-y, battez-vous. Je sais pas de qui vous avez parlé parce qu'il s'appelle François Godard maintenant. Bruno Godard. Mais moi je pense que il faut pas oublier la naissance de l'ONU en fait, d'où ça vient. C'est quelque chose qui est né sur les décombres de l'Europe et du monde. Et de l'horreur. Le monde était au sol, c'était la barbarie totale et on s'est dit en fait non, voilà. Ça va s'arrêter. On va essayer de faire autrement, de se réunir, d'avoir un endroit où on peut parler, où on peut éviter un nouveau désastre. Et en fait, il faut revenir à ses origines. Il faut jamais oublier l'histoire. Il faut jamais oublier d'où on vient. L'ONU vient du chaos absolu. Donc il faut préserver cette institution. Évidemment, il faut la réformer, bien sûr. Parce que depuis le temps, le monde a changé. Il y a des blocages. Évidemment qu'il faut faire quelque chose. Il y a des blocages. Mais ces blocages, ils ne sont rien par rapport à l'utilité de cet organisme, de cette institution qui permet aux gens de se poser, de se parler et de penser différemment les choses et de peut-être éviter un nouveau chaos. Juste parce que le droit international, la base du droit international, elle est très simple. C'est chaque pays égale chaque pays. Ouais. Quelle que soit sa taille, sa religion, son point économique, cette phrase-là de la Charte des Nations Unies, chaque pays égale chaque pays. C'est énorme, en fait. Ça, c'est formidable. C'est là où je suis pas d'accord avec François. Le général de Gaulle parlait de machin. Oui, on peut dire qu'il avait de l'humour et je suis plutôt en accord avec le général de Gaulle. Mais déjà, il était content d'avoir la place au Conseil de sécurité. Mais attendez, c'est là où je veux revenir. Déjà, l'ONU, c'est juste la Société des Nations qui avait été mise en place à la fin de la guerre de 14-18 et qui a été un échec total pour empêcher le second conflit mondial. C'est tout à fait différent. Ça a été l'inspiration. Mais le deuxième point, moi ce que je reproche à l'ONU, c'est qu'aujourd'hui, elle ne représente plus le monde.
Parce que, excusez-moi, les 5 pays qui ont la place au Conseil membre permanent, du Conseil de sécurité. Vous, bien sûr. Moi, je vois pas pourquoi, très franchement, des pays, des BRICS, comme par exemple le Brésil, n'est pas au Conseil de sécurité. Un pays africain, je prends le plus peuplé, puissant, le Nigeria. Pourquoi pas le Nigeria ? Bien sûr. Pourquoi l'Inde, qui est une puissance nucléaire ? Oui, mais le problème, c'est qu'avec le droit de veto qu'ont les 5 grandes puissances, elles n'ont pas envie de laisser leur bout de gras. Donc, je pense que c'est une organisation sclérosée, bloquée, et qui n'a pas empêché de conflit presque communaux. Je pense qu'il y a une volonté. Si, il y a une volonté. Vous pensez pas ? Dans les couloirs de l'ONU, je vous assure, quand Guterres va partir parce qu'il va être remplacé, il y a une volonté qui pousse exactement pour ce que vous dites, exactement ce que vous êtes en train de dire. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup bossé à l'ONU avec Ségolène et avec Hollande. C'était des choses qui étaient portées pour la COP21. C'était des choses qui étaient portées. Le Brésil, il est normal que le géant sud-américain soit au Conseil de sécurité. Alors il y a des membres il y a des membres provisoires, c'est-à-dire qu'on a déjà élargi. Ça tourne. Mais ce noyau-là, effectivement, il faut le faire péter parce qu'il est né de la Seconde Guerre mondiale et que le monde a changé. François de Rugy. Oui, c'est sûr que c'est, on peut dire, je pense qu'il y aura personne autour de la table et en France pour dire il faut supprimer l'ONU. Ah si, plein de gens. Non. Alors François, il n'y a pas grand monde, je pense. Qui dit c'est non. Les commentaires. Si Françoise de Goix fait les questions et les réponses. Sérieusement, on a vu que Trump, lui, il a essayé de lancer quelque chose qui est censé se substituer un peu à l'ONU. Je ne sais plus comment il l'appelle, son conseil, etc. Le conseil de la paix, je sais plus. Un vraiment machin, là. Alors qu'il a des moyens, quand même, pour le faire, la puissance américaine, les menaces des droits de douane, etc., ça ne marche pas. Donc c'est sûr que l'ONU survivra avec toutes ses imperfections et avec, quand même, sa relative inutilité dans bien des domaines. Je dirais d'ailleurs que le climat, avec les conférences, les COP, ça montre une relative utilité, parce que, quand même, on avance pas à pas, et qu'il vaut mieux ce cadre très général, plutôt que de dire, on va le faire qu'à quelques pays, parce que ça n'entraînerait pas plus que de le faire dans ce cadre à plus de 150 pays. En revanche, dire qu'il y aurait une espèce de dogme autour des résolutions de l'ONU, autour d'un droit international qui pourtant est encore en construction, il n'est pas une réalité, et que par ailleurs, il faudrait condamner systématiquement toutes les interventions qui sont faites en dehors de l'ONU ou en dehors d'un prétendu droit international, là, moi, je suis plus que réservé, parce que quand on regarde même récemment l'intervention au Venezuela, c'est lamentable. États-Unis, c'est lamentable. On est fait totalement hors cadre de l'ONU. Mais c'est lamentable. Écoutez, ils ont remplacé. C'est terrible, honnêtement. Franchement, qu'est-ce qui se passe ? Vous la soutenez, cette intervention ? On nous a promis le chaos. On nous a dit, vous allez voir, ça va être le chaos au Venezuela. Je suis désolé, c'est la dictature qui a remplacé la dictature. On nous avait dit après, ah oui, non, mais en fait, ça va servir à rien. Vous allez savoir, c'est le chaos, ça sert à rien. Au pétrole américain. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, la vice-présidente, elle commence à faire des amnisties de prisonniers politiques, elle commence à faire des libérations de prisonniers politiques, elle commence à parler d'élections, et sans doute qu'elle va négocier, en effet, avec les États-Unis sur l'ouverture, la fin des sanctions et l'ouverture du marché pétrolier. Donc ça n'aura pas été inutile. Avant, il y a eu le Panama du temps du général Noriega dans les années, à la fin des années 80, au début des années 90, avec George Bush. Donc c'est normal qu'on prenne des mecs et qu'on les emprisonne. Eh bien, Noriega a été mis en prison, et ensuite, le Panama est devenu une démocratie. Donc dire que ça ne marche jamais, ce n'est pas vrai non plus. Vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes un gouvernant. Vous avez été ça ne changera pas. Vous êtes un président de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous pouvez admettre que le principe d'un dirigeant étranger, alors qu'il n'y a pas de menace terroriste, soit enlevé ? Moi, je veux pas. Est-ce que l'Iran serait affaibli comme l'Iran est affaibli aujourd'hui sans l'intervention de juin 2025 ? Je pense que l'Iran est affaibli par l'intervention des populations. La séquence s'est terminée depuis au moins 2 jours. Alors si vous pouviez arrêter de parler. C'était dimanche. C'est l'inverse. Les peuples peuvent s'exprimer parce que l'étau a été desserré de l'extérieur. Ah, vous voulez vous exprimer ? Ça tombe, c'est votre tour, François. Oui. Les lois successives ont donné aux juges trop de pouvoir pour dire que c'est bon ou pas pour leur environnement. Vous dites ? Oui, il y a eu je rebondis sur une décision du Conseil d'État, toute récente, je crois qu'elle date d'hier, et qui a cassé un arrêté du gouvernement. Donc là, c'est pas par rapport à un projet, c'est par rapport à un arrêté qui permettait de faire des retenues d'eau. Alors, vous savez que le sujet des retenues d'eau est un sujet ô combien polémique depuis l'affaire de Sainte-Soline. Sainte-Soline, priez pour nous. Voilà, et le gouvernement avait dit, lorsqu'il y a sur un territoire, on veut faire une retenue d'eau, une zone humide inférieure à 1 hectare, on pourra quand
même faire cette retenue d'eau, sachant qu'une retenue d'eau dans une zone humide, c'est pas complètement aberrant par ailleurs, et que si on ne le fait pas, il faut jamais oublier qu'on va dessécher tout un tas de ruisseaux en été avec beaucoup de pertes de biodiversité. Et donc le Conseil d'État a dit non au gouvernement, vous n'avez pas le droit de faire ça, car cela contrevient au principe général de non-régression de l'environnement qui a été inscrit dans la loi en 2016. Et je me souviens en effet de cette loi sur la biodiversité, j'étais député à l'époque et je l'ai votée. Mais je vois à travers cet exemple, et on pourrait en donner d'autres, il y a eu la décision du tribunal administratif sur la 69, il y a eu d'autres décisions depuis, qu'en réalité, on a au fil du temps, laisser aux magistrats, là de la juridiction administrative, je pense qu'on pourrait en parler dans la juridiction judiciaire aussi, trop de marge d'interprétation. Parce que si vous dites principe de non-régression environnementale, c'est tellement général, tellement flou, tellement vague, que évidemment, un juge face à cela, eh bien, il a une marge d'interprétation énorme. Et ça pose un problème pour moi d'équilibre des pouvoirs, parce que, en fait, on transfère la décision politique des élus, des gens que nous avons élus au niveau local ou au niveau national, vers des magistrats qui, eux, ne sont pas élus, bien sûr, mais n'ont pas de compte à rendre. Et donc, la faute, elle est d'abord au législateur. Il ne faut pas incriminer les magistrats pour rien, parce qu'on leur a laissé un espace bien trop grand. Et donc, je pense que le Parlement devrait se saisir de ce sujet et faire le ménage dans ces législations qui ont donné trop de marge d'interprétation aux magistrats. Les juges sont là pour faire appliquer la loi, pas pour l'interpréter en permanence. Ah bah moi je suis d'accord, mais je vais plus loin que François de Rugy. Excusez-moi. Voilà, c'est ce que je. Comment vous avez deviné? Moi, quand je vois les décisions délirantes du Conseil d'État, je n'ai qu'un mot à dire dans la langue de Cervantes: afuera. Afuera, parce que voilà, merci, tu peux le remettre. Parce que aujourd'hui, les décisions sont tellement délirantes du Conseil d'État, notamment là-dessus, que je dis afuera. Ça va pas. Je vais plus loin que François de Rugy. Non. Ah non, mais je ne défie pas l'ONU. Est-ce qu'on peut avoir la traduction française? Voilà, terminé dehors. Finido, la rigolada. Je comprends pas du tout en fait ça, parce qu'en fait ils s'appuient sur une loi, les juges. Tout à fait. Donc la loi, c'est le législateur qui fait la loi. Oui. Donc du coup c'est les législateurs, c'est pour ça que les je pointe citoyens l'erreur qui du votent législateur. pour des députés. Oui, mais il faut pas remettre en cause sans arrêt la décision des juges. Il faut pas remettre en compte non plus le droit international. Il faut pas remettre en compte le droit. C'est juste s'appuie sur des lois, sur des règlements. Après, il y a une interprétation, parce que c'est le principe même de la loi, en fait. La loi, elle n'est pas fixe et intangible. Il y a une application, une individualisation, à la fois de la peine quand on est au pénal, mais aussi au civil. Tout est différent. Voilà. Mais il s'appuie sur quelque chose qui existe. Et c'est ça que j'appelle le Parlement à reprendre la main en faisant le ménage dans un certain nombre de législations. Je comprends, mais le danger, en fait, moi j'entends ce discours en permanence sur tous les sujets, en fait. Et ça remet en cause la loi. C'est ça qui me gêne. Moi, je suis juriste de formation. Je ne pense pas, justement, je pense que c'est l'inverse. Quand on dit que le Conseil d'État va trop loin, que le Conseil d'État va trop loin, que le Conseil constitutionnel va trop loin, que tout le monde va trop loin, en fait, les gens se disent, bon, bah, les juges vont trop loin, ils ont pris le pouvoir. En fait, c'est pas du tout ça. Ils s'appuient sur des lois, sur des règlements, sur une constitution. Il faut pas jeter l'eau du bain en permanence et dire tous les juges vont trop loin. Moi, je n'ai pas dit les juges. J'ai dit on a laissé trop de marge. Oui, mais vous sous-entendez que c'est un transfert de pouvoir. Je suis assez sidéré d'entendre François de Rugy, que j'ai pas du tout connu comme ça, qui était président de l'Assemblée nationale, qui d'un seul coup parle du droit international, et maintenant, en réalité, dans ce que vous dites, et je rejoins tout à fait ce que dit Bruno, il y a quand même quelque chose d'un peu spécieux et un peu fielleux par rapport au Conseil d'État. C'est-à-dire que vous non, mais vous attaquez pas directement. C'est des magistrats respectables. Non, mais vous attaquez pas directement comme le fait la droite radicale, l'extrême droite. Tous les jours, depuis 10 ans, tous les jours, on a droit au couplet sur le Conseil d'État, c'est cacaboudin. Le Conseil constitutionnel, c'est cacaboudin. Les juges ont pris le pouvoir. Vous vous rendez compte quand même que je ne me reconnais pas dans ces propos. Je suis d'accord. C'est pour ça que vous êtes fielleux, parce que vous prenez un peu la tangente. Mais la réalité, l'équilibre des pouvoirs. La réalité, c'est que une société, ce qu'il a qualifié de barbare ou ce qu'il a qualifié de civilisé, ça s'appelle le droit. Exactement. Le droit est une matière en mouvement. Les juges ne font que s'appuyer sur des législateurs. Et
passer sa vie, en réalité, à remettre en cause et à dire, par exemple, comme Philippe, que le Conseil d'État, dans une espèce de grand tout, rend des décisions complètement débiles. L'écriture inclusive sur les plaques commémoratives, ça. Vous savez que vous savez vraiment comment est-ce que c'est possible. Rien n'est un détail. Je dis juste un mot. Les propos de François ne sont pas fielleux. Et vous savez pourquoi il a changé? Parce qu'à mon contact, il a beaucoup progressé. Tu peux pas accepter ça, François. Faut réagir. Honnêtement, je vais vous dire, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait plus de lois que pas assez. C'est ce qui définit une démocratie. Je reprends l'image du mur. Il y a des briques. Plus vous enlevez les briques, c'est comme ça qu'on passe de la démocratie à un régime illibéral. Attention à ce qu'à force de faire des murs, on ne soit pas en prison. Mais non, on n'est pas du tout en prison. On est un très grand pays. La surréglementation, la France en crève. La France crève de la surréglementation. Et je dois dire que sur vos briques, il a une réglementation béton. Moi, je vote François de Rugy. On empile François de Rugy. Ça n'étonne personne. Ça n'étonne personne. Nous sommes ensemble et nous vaincrons, bien sûr. Mais vous êtes avec qui vous voulez, François. Oui, vous aussi, vous êtes avec qui vous voulez. Franchement, ça ne me regarde pas. Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Franchement, être capable d'être avec Philippe David et François Les de Rugy. grandes leçons. C'est d'un fielleux. Et toi c'est bien fielleux. On l'utilise pas assez, je trouve. Non, c'est Fielleux, c'est pas en mal. tout cas. Un côté assez nitrique. Non, mais c'est au bon accueil. Fielleux, c'est au bon accueil. Il y a un côté assez nitrique dans Astérix qui est assez. Ni mielleux, ni fielleux. Le fourbe, j'aime bien le fourbe, mais là, Même si j'adore le miel. Les amis, dans un instant, dans l'info en plus, nous partirons à Dubaï avec une touriste française bloquée à Dubaï et qui est totalement... Qui est influenceuse ou pas? Pas du tout. Ah, et elle est très affectée par les avions qui ont été annulés, alors que visiblement certaines, influenceuses ont pu rentrer à Paris et pas eux. Voilà, ça a été un moment compliqué et visiblement ça va l'être encore. On fera un petit témoignage dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.